Bonjour et merci beaucoup pour votre présence. Alors aujourd'hui et maintenant en particulier, on va parler des cryptoactifs, les cryptoactifs qui nous font rêver, qui sont la source d'un espoir, qu'on a vu un véritable enthousiasme à la création du Bitcoin, qui offre une formidable promesse, une promesse de décentralisation, de sécurité, presque d'anonymat. On va voir si c'est véritablement le cas avec nos intervenants. Le thème de la table ronde, c'est investigation numérique, les cryptoactifs des forteresses pas si imprenables. Alors, je m'appelle Guillaume Gralet, je suis journaliste high-tech au Point, chroniqueur à France 24, et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Nadia Filali. Nadia, vous êtes directrice du programme Blockchain et cryptoactifs à la Caisse des dépôts. Également avec nous Paul-Alexandre Gillot, qui revient tout juste des États-Unis. Ça ne se voit pas, mais il vient de terminer un voyage de plus de 20 heures. Il est chef du département des enquêtes cyber au Centre de lutte contre les criminalités numériques à la Gendarmerie nationale. Merci beaucoup pour votre présence, Paul-Alexandre. Et puis Sébastien Tirant, vous êtes adjoint au directeur de la DNRED. On va revenir avec vous sur votre quotidien, sur votre lutte aux douanes notamment. Alors ma première question est pour Nadia. Aujourd'hui, on va revenir sur l'origine et le fonctionnement des crypto-monnaies. On a parlé tout à l'heure de la création du Bitcoin en 2009, qui s'est réalisé en réel contrepoint aux banques centrales à qui on a accusé quelquefois de créer trop de monnaie, d'être source d'inflation. C'est un sujet d'actualité. On a un côté libertaire, communautaire, qui est très intéressant dans l'engouement qu'on a autour des crypto-monnaies, mais il peut y avoir aussi quelques risques, et on va en parler aujourd'hui. On va voir justement comment ces crypto-monnaies peuvent être utilisées par des cybercriminels. On va regarder les modus operandi, mais aussi on va voir qu'on peut transformer ce facteur risque en opportunité. Alors Nadia, je voulais vous poser une première question, puisque vous êtes directrice du programme Blockchain à la Caisse des dépôts, mais également vous avez fondé le consortium LabChain, un consortium avec des banques et des associations. Vous avez aussi des responsabilités européennes, vous allez nous en parler. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la réglementation? En quoi c'est important? Alors bonjour, merci. Bonjour à tous. Oui, effectivement, on a évolué, on a avancé sur la réglementation sur les actifs numériques, et on peut pour une fois être un peu fier du sujet en France, puisque ça a commencé notamment en Europe par la France, par un cadre juridique qui s'est mis en œuvre sur les prestataires de services sur actifs numériques, ce qu'on appelle les PSAN, dans le cadre de la loi Pacte. Et on a aussi une possibilité d'émettre des titres sur une blockchain dans ce cadre-là, mais c'est moins le sujet du jour. Ça, c'était le début. Et pourquoi c'est important de travailler sur ces sujets de réglementation et surtout de réguler le sujet, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, je pense que c'est important de créer un cadre équilibré pour l'ensemble des acteurs, qui soient opérateurs intermédiaires du marché des actifs numériques, ce qui a été fait dans la mise en place de ce cadre sur les PSAN en France, aussi pour les usagers, parce que les actifs numériques et les crypto-monnaies en règle générale sont quand même assez volatiles, voire en ce moment parfois très très volatiles. Et quand on sait qu'en France, on a 8% de la population française qui détient des cryptoactifs, ce qui est plus que la proportion des gens qui détiennent des actions. Selon l'AMF, on doit être entre 6 et 7%, l'autorité des marchés financiers, sur des gens qui détiennent des actions en France. Là, on est déjà à 8%. On table sur une évolution grandissante, et il y a une moyenne de 10% en Europe globalement. Et sur ces 8%, la majorité... Enfin, oui, il y a 46% qui ont moins de 35 ans, soit plus proportionnellement que cette part dans la population française, qui est autour de 25%. Donc plus de Français qui détiennent des crypto-monnaies que d'actions, et une population plus jeune, c'est ça? Plus jeune, et qui en plus, de surcroît, a une épargne relativement faible, parce qu'en fait, la moyenne est inférieure à 18 000 € par an. Donc il y a un sujet de sécuriser les clients, ou les usagers de ces crypto-monnaies, de réguler en fait les intermédiaires, parce qu'effectivement
les crypto-monnaies et la blockchain sont plutôt porteurs de décentralisation, sauf que dès qu'on peut faire un peu de business autour d'un sujet, on a forcément des intermédiaires qui se pluguent. Donc on n'est pas complètement désintermédié, et il y a bien des intermédiaires. Il y a des exchanges, il y a des conservateurs, enfin il y a un certain nombre d'acteurs, des brokers, etc., qui se mettent en place un peu comme dans le système financier, ce qui est paradoxal pour des gens qui souhaitent désintermédier le système financier. Mais bon, ça, c'est un autre point. Donc c'est important de travailler là-dessus pour ça. C'est aussi important de travailler sur le sujet de la réglementation pour quelque part mieux faire comprendre ce que c'est, ce que ça n'est pas, y compris d'en identifier les risques de façon très concrète et pas uniquement sur le Bitcoin, ça crame la planète, c'est sale, on va en parler, il y a que des gens qui sont malveillants, qui en ont, etc. Enfin, si 8% de la population était malveillante, ça se serait. Enfin, ou alors, c'est vraiment qu'on rentre dans un monde un peu particulier. Il y a ça comme point. Et du coup, ça aussi, ça légitime le sujet. Et on va en parler, je pense, après. Mais ça permet aussi de soutenir un écosystème, notamment en France et en Europe, pour pas se retrouver, y compris sur ce sujet, dépassé par les Asiatiques ou les Américains, ce qui est quand même assez important. Ensuite, d'un point de vue réglementaire, ce qui est important en ce moment et qui se passe là en ce moment, c'est que suite à la réglementation française, on a vu émerger un règlement européen qui s'appelle MiCA, qui est en cours de discussion en trilogue au niveau de la Commission, du Parlement européen. On espérait que ce trilogue soit abouti à la fin de la présidence française, donc vraisemblablement, ce ne sera pas complètement le cas, malheureusement, mais bon, il y a des discussions sur le sujet. Donc MiCA, c'est le règlement qui met en place aussi le statut, alors non plus de PSAN, mais en anglais de CASP, c'est la même chose, mais en anglais, de prestataire de services sur les actifs numériques, qui va réguler à la fois les crypto-monnaies, leur émission, leur intermédiation, leur conservation, mais aussi les stablecoins, et notamment, vous avez peut-être entendu parler de Terra Luna qui a perdu 100% de sa valeur il y a quelques semaines. Donc typiquement les stablecoins privés ou algorithmiques. Stablecoin, c'est une monnaie. C'est une monnaie. Alors une stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est réputée stable. Parce qu'elle s'appuie sur. Elle s'appuie normalement, ou elle se rapproche d'une monnaie fiat qui peut être l'euro, le dollar, enfin qui est principalement le dollar. Simplement, il y a aussi des gens qui créent des stablecoins dits algorithmiques qui s'appuient sur d'autres crypto-monnaies tout en cherchant à avoir une tangente à 1 sur une monnaie fiat. Ça n'a pas bien marché, c'est un peu compliqué quand même, ça ne marche pas très bien. Donc il y a ce cadre réglementaire, et ensuite il y en a un autre, et je pense qu'il est important pour les deux autres intervenants, qui est en cours de discussion en ce moment, qui est plutôt lié à tous les sujets de lutte anti-blanchiment et notamment sur la règlement autour des transferts de fonds et de TOFR. Donc il y a eu des très fortes réactions de certains députés européens, notamment allemands, qui ont voulu imposer des règles assez strictes, voire plus strictes que dans le système classique, et notamment d'interdire la self-custody. Alors il y a quelques jours, il y a le gouvernement allemand qui a dit qu'il était contre ce positionnement-là, que ça allait avoir d'autres contraintes, effectivement. Donc on attend de voir comment ça va bouger. Mais il faut arriver à trouver un équilibre. Oui, c'est pas forcément encore un long fleuve tranquille, même s'il y a une véritable volonté derrière. Il y a une vraie volonté avec des acteurs qui n'ont pas le même objectif. Il y a des gens qui ont envie qu'on interdise, et il y en a qui veulent réguler dans le bon sens. Moi, je pense qu'il est dangereux de tout interdire. Ça me semble un peu improbable vu les usagers, mais voilà. Mais oui, il faut trouver un équilibre. Il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois que c'est un peu la même opinion que partage Paula Alexandre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre quotidien? Alors, vous avez énormément de casquettes, mais celui qui est relatif aux crypto-monnaies, on a parlé de votre voyage aux États-Unis, ce n'est pas un secret de dire que vous bossez en partie avec le FBI. C'est quoi votre quotidien et pourquoi vous dites qu'on peut transformer ces dangers en opportunités? Alors, merci Guillaume, bonjour à tous. Très clairement, mon travail au quotidien consiste en fait à diligenter les enquêtes
Pour le compte du ComCyber, en fait, le C3N, c'est la division judiciaire du nouveau ComCyberGent qui a été créé au 1er août de l'année dernière, avec donc en fait 5 volets particuliers. Donc on a effectivement les cyberattaques, les atteintes au stade, comme on les appelle, les attaques par ransomware, dans lesquelles aussi on retrouve de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie et le blanchiment par crypto-monnaie de manière pure, qui concerne un groupe en particulier. Les trafics sur le dark web, aussi bien trafic de stupéfiants, trafic d'armes, trafic de faux papiers, qui vont concerner aussi, je pense, Sébastien. La lutte contre la pédo en ligne, donc qui va aussi comporter une part de crypto, et toute la partie investigation sur des plateformes ou des solutions de téléphonie chiffrée. À chaque fois, finalement, maintenant, dans la plupart des enquêtes que l'on diligente, il y a un fort volet international, comme vous l'avez souligné. Donc, on est amené effectivement à travailler avec de nombreux acteurs étatiques internationaux, dont le FBI, qui aussi, eux, de leur côté, ont commencé à se structurer pour véritablement apporter une réponse au niveau force de l'ordre sur la partie cryptoactif. Donc, effectivement, nous, on part quand même du postulat que, effectivement, les crypto-monnaies, c'est quand même détenu maintenant par 8% de la population française. Tous ne sont pas criminels, effectivement, et la partie en fait d'utilisation criminelle des cryptoactifs concerne vraiment une infime proportion. Mais en revanche, de notre côté, c'est quelque chose à prendre en compte, puisque comme dans toutes les enquêtes, on a vraiment la partie investigation financière, le volet financier des enquêtes. Et effectivement, cette nouvelle technologie, utilisée de plus en plus finalement par les criminels et les cybercriminels, offre également des opportunités. Pourquoi les cybercriminels ont commencé à utiliser finalement cette technologie ? Parce qu'on arrive finalement à la partie décentralisation, le grand rêve au départ avec la création du Bitcoin, qui est finalement de devenir chacun sa propre banque, de s'affranchir du système bancaire traditionnel. Et quand on regarde maintenant sur les différents dossiers qui ont été sortis, typiquement par exemple sur la téléphonie chiffrée, en l'occurrence, et le dossier EncroChat, on a réussi à voir les différents échanges avec les plus gros trafiquants de stupéfiants de la planète. Et quand on regarde quelle est la meilleure manière finalement pour un commanditaire de pouvoir payer son fournisseur en Colombie, quelle est la meilleure manière de lui envoyer 10 millions de dollars en moins de 10 minutes, en s'affranchissant finalement de toute régulation et de tout contrôle, en tout cas à l'heure actuelle, sur ces transactions et sur ces transferts financiers, et finalement, soit on va lui envoyer du Bitcoin, d'autres cryptoactifs, avec effectivement des temps de confirmation très courts, un semi-anonymat ou un anonymat complet, mais donc effectivement, ça apporte bien des avantages. Mais justement, pour revenir au thème de notre table ronde, savoir si ce sont des forteresses ou pas, vous allez vous intéresser par exemple aux sorties, et peut-être si vous pouvez nous donner un exemple de vos interventions. Alors exact, comme je vous le disais, ça apporte, il y a un facteur risque, parce qu'effectivement c'est utilisé de plus en plus par les criminels, et il y a vraiment le côté nouvelle technologie, semi-anonymat. Mais pourquoi on dit semi-anonymat ? Parce qu'effectivement, chaque cryptoactif est appuyé sur une blockchain, qui est un véritable livre de compte à ciel ouvert, un registre dans lequel toutes les transactions qui se sont déroulées les 10 dernières minutes, par exemple, vont apparaître. Ça apporte donc un énorme avantage pour le côté Alors l'inconvénient, c'est qu'on ne connaît pas l'identité des titulaires du compte dans un premier temps. Ça fait un peu comme un compte à numéro suisse finalement. Vous avez juste en face de vous qu'une série de caractères qui correspondent à l'adresse publique du portefeuille de cryptoactifs. En revanche, on arrive pour une adresse donnée à avoir l'intégralité des transactions passées entre ces adresses et les adresses de destination. Et donc là, en l'occurrence, pour l'enquêteur, ça va offrir une opportunité extraordinaire. Parce que là, on parlait justement de la preuve, et en l'occurrence, cette preuve, elle va rester finalement immatérielle, et elle va rester, avec la réplication finalement de la blockchain au niveau de tous les utilisateurs finalement de ces cryptoactifs. On va pouvoir garder les traces de ces transferts de manière immuable. Et si jamais l'enquête, en tout cas, on n'arrive pas à aboutir sur des points de sortie tout de suite, on pourra y retourner plusieurs années plus tard. Parce qu'effectivement, pour répondre à votre question, donc la partie identification, tant que l'utilisateur reste sur des wallets privés, on va encore avoir affaire qu'à une série de caractères sans identification propre. En revanche, là, ce qui va nous intéresser en matière d'identification, c'est quand l'utilisateur va vouloir faire ce qu'on appelle du cash-out, c'est-à-dire quand il va vouloir sortir ses crypto-monnaies pour les utiliser dans la vie réelle.
Et donc, c'est-à-dire soit, et là, il n'y aura que deux, trois options, passer par des échangeurs qui lui permettront directement d'envoyer, d'avoir un compte chez un échangeur et de sortir ses crypto-monnaies vers de la monnaie fiat, vers de l'euro ou du dollar, ou alors passer maintenant par des services même qui peuvent vous proposer soit d'acheter une voiture par exemple, ou même maintenant des maisons en crypto-monnaie. Donc là où on n'aura pas effectivement l'identité du possesseur de ce compte quand on voit juste la série de caractères qui correspond à sa clé publique, en revanche, on aura une adresse, par exemple, de livraison de la voiture. Dans le cadre des échangeurs et suite à la 5e SBFT, on aura également l'identité du détenteur du compte avec sa carte d'identité ou son passeport, ses moyens de paiement et les différents logs de connexion, ce qui va nous permettre de raccrocher finalement ce qui était jusqu'à présent encore inconnu à une identité réelle et à un individu qui va finalement toucher les fonds et les utiliser dans le monde réel. Merci beaucoup. Donc cette fameuse preuve qui est essentielle dans la blockchain, ce grand registre, ce livre ouvert sur la place publique, Proof of Stake, Proof of Work, et ça peut également vous aider en partie. Je voulais maintenant m'adresser à Sébastien Tirant. Donc, vous êtes adjoint au directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Quand on s'est parlé, vous m'avez expliqué que votre quotidien, en fait, ça pouvait être très utile, notamment pour remonter certaines filières criminelles. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Ça peut être pour la drogue, par exemple, pour d'autres. Et comment vous vous y prenez ? Je crois que vous allez un peu sur le dark web en partie. Merci beaucoup Guillaume. Merci déjà de nous avoir conviés à cette table ronde. Si vous le permettez, et bonjour à toutes et à tous, et si vous le permettez, avant de répondre à votre question et de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots peut-être sur la DNROD. Il n'est pas exclu que c'est une institution qui soit peut-être un peu moins connue que la gendarmerie et la Caisse des dépôts, mais en tout cas, je vais être très bref là-dessus. Je vous invite à aller voir notre stand au G22, hein, n'hésitez pas. Allez-y avec un CV, on ne sait jamais. Donc la DNROD, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, elle a une grande particularité qu'il faut avoir en tête. C'est d'abord un service douanier de la Direction générale des douanes, donc qui dispose de toutes les compétences, notamment juridiques et opérationnelles, de la douane française. Et dans le paysage européen, c'est une douane assez puissante, dirons-nous, en tout cas qui dispose de pouvoirs importants. Mais c'est son deuxième visage, c'est aussi un service de la communauté du renseignement, au même titre que la DGSE, la DGSI, nos grandes sœurs. Et donc, nous disposons, en plus de ces capacités douanières, des capacités juridiques, techniques, qui sont celles d'un service de renseignement, et en l'occurrence d'un service de renseignement du premier cercle. Et cette double capacité, c'est quelque chose qu'on utilise énormément dans toutes nos enquêtes, y compris dans les enquêtes qu'on met sur le cyber. Et enfin, c'est mon dernier point là-dessus, on a la chance, pour nos enquêtes dans le domaine du cyber, de bénéficier d'une unité spécialisée qui s'appelle Cyberdouane et qui a été à l'origine de dossiers emblématiques au cours des dernières années. Je pourrais y revenir. Alors, pour revenir au vif du sujet, au thème de la table ronde et à votre question, c'est vrai que quand les cryptoactifs émergent en 2008-2009, faut se mettre à la place des administrations. Hein, on est face à un objet administratif ou juridique non identifié. On se demande un peu comment attaquer le problème. Et en fait, quand on fait l'historique du sujet chez nous à la DNROD, ce qui est assez frappant et ce qui est finalement assez drôle, c'est que la forteresse imprenable s'est révélée tout à fait prenable, et elle s'est révélée prenable grâce à des outils qui étaient les outils traditionnels du Code des douanes. Et certains articles du Code des douanes qui avaient été pensés bien avant l'existence des cryptoactifs, de la blockchain, mais les agents, et en particulier les agents de cyberdouane d'initiative, ont utilisé certains de ces articles pour attaquer le sujet des crypto-monnaies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, en tant que douaniers, notre mission, c'est la lutte contre les trafics. D'accord ? Donc ce qui nous intéresse, c'est la lutte contre les trafics illicites, comme le disait mon collègue de la gendarmerie, dans le domaine des stupes, des armes. Et donc l'approche des bitcoins, des cryptoactifs, elle est indirecte. Il nous intéresse en tant qu'instrument d'échange dans les trafics qui se déroulent sur le dark web. Et pour vous donner deux exemples pour illustrer ce que je viens de vous dire, on a utilisé très vite, très tôt, peu après l'émergence des cryptoactifs, on a utilisé une des capacités du Code des douanes qu'on appelle le coût d'achat. Hein, donc l'article 67 bis 1 pour les fanatiques. Donc le coût d'achat, qu'est-ce que c'est ? Ça autorise la douane, sous réserve de l'accord d'un magistrat, d'un procureur, à procéder à des achats de stupéfiants pour identifier, pour démasquer un vendeur. On l'utilisait beaucoup dans la vie réelle, dans la rue. On s'est mis à l'utiliser sur le darknet. Donc sur le darknet, nous avons acheté des stupéfiants
via ce coup d'achat, dûment autorisé par un magistrat, j'insiste, pour identifier les vendeurs, pour identifier certains responsables de sites, de plateformes sur le Darknet. Et on a donc acheté des stupéfiants avec des bitcoins. Autre exemple, on a aussi, lorsqu'on arrivait à identifier un vendeur, on a pu interpeller ces personnes. Donc là, on revient dans la vie réelle, hein, on n'est plus dans le virtuel. Et dans le cadre des interpellations, nous avons procédé à la saisie des crypto-monnaies, des crypto-actifs. Donc ce qui est supposé, quelque chose qui n'allait pas du tout de soi, hein, je vous prie de le croire. À la DNRED, on a la chance d'avoir une recette des douanes. Donc là, on bascule dans l'ancien régime, hein, quasiment. Et cette recette des douanes, il a fallu créer des wallets à la recette des douanes pour accueillir les cryptos que nous avions saisis dans le cadre des dossiers que nous menions sur le dark web. Donc vous voyez, finalement, des articles très anciens, là, il y a une forme de plasticité du code des douanes, et avec des articles qui n'avaient pas du tout été pensés, loin s'en faut, pour les cryptoactifs, on a su attaquer la problématique grâce aussi, il faut bien le dire, à l'expertise et à la technicité des agents de l'unité cyberdouane. Donc finalement, par rapport à une forteresse qui est potentiellement imprenable, nous, les bitcoins, on sait les détenir, on sait les saisir et on sait les tracer pour faire des levées d'anonymat. Vous parliez de sous-anonymat ou de semi-anonymat, nous on parle de pseudo-anonymat. Voilà un peu pour illustrer. Après, je pourrais vous donner des exemples concrets, mais je ne veux pas non plus monopoliser la parole. Ah, mais très bien, c'est très intéressant. Donc on a l'impression que c'est facile maintenant. Et c'est quoi les défis futurs à relever ? Alors, donc là, je vous ai peut-être donné une impression de facilité, mais c'est pas facile. Hein. Là, les dossiers dont on parle, les dossiers les plus emblématiques, je pense que l'assistance en aura entendu parler, notamment les grandes plateformes du dark web français que nous avons fait tomber, hein, la Main Noire, Framesdeep Web Market, Le Monde Parallèle, pour vous citer les trois derniers. On parle d'enquête administrative, sur plusieurs mois, avec, comme je vous l'ai dit en introduction, en ouverture de mon propos, toute la palette des outils techniques, opérationnels qui sont à disposition d'un service comme celui de la DNRED. Donc il n'y a rien de facile. Ce préalable étant dit, la difficulté, il y en a plusieurs, donc c'est l'extrême diversité qui se cache derrière l'intitulé un peu générique cryptoactif. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, on voit bien que sous le coup des succès opérationnels remportés par des services comme le C3N, comme la DNRED, c'est normal, en face, ils s'adaptent, ils se professionnalisent. Ouais. Une course de vitesse quand même. Voilà, ça va plus vite, ils recrutent, ils ont des informaticiens, des gens d'un très haut niveau technique, ils font moins d'erreurs. Et nous, notre sujet, sur le dark, le principe de l'enquête administrative, d'une enquête sur le dark, c'est d'attendre l'erreur. Et là, ils en font moins qu'avant. Donc, la professionnalisation, la sophistication, la diversification est un domaine, encore une fois, en évolution constante, qui complexifie singulièrement nos enquêtes. Mais pour autant, on a aussi beaucoup capitalisé en termes de savoir-faire dans les dossiers dont je vous ai parlé. Et à chaque fois, on monte nous aussi en gamme pour attaquer les dossiers suivants. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Sébastien, ils recrutent en face. Vous disiez, venez avec un CV sur notre stand. On a l'impression que le recrutement, la formation, c'est au cœur de cette bataille. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse également, Paul-Alexandre. Comment est-ce que vous avez assez de monde, très honnêtement ? Est-ce qu'il n'en faudrait pas beaucoup plus ? Et comment former davantage de personnes ? Je pense que si on pose cette question à tous les services d'enquête, on va vous répondre qu'effectivement, on a toujours besoin de plus de monde. Il y aura toujours plus d'enquêtes à faire, finalement, et toujours de belles enquêtes à mener, plus ou moins longues selon le degré de difficulté. Si on compare avec les forces qui existent à l'étranger, comparables. Mais effectivement, il y a une réelle prise en compte du phénomène qui doit être faite avec effectivement une formation, parce que mine de rien, quand on arrive avec un enquêteur même spécialisé cyber, apprendre la crypto, alors au début effectivement tout le monde a appris en marchant, on a commencé à faire les premières saisies, c'était uniquement avec des bitcoins au départ. Maintenant là, la dernière opération qu'on a menée sur un dossier de pur blanchiment par cryptoactif, il y a 2 mois, on a saisi plus de 3 millions d'euros en crypto dans le sud de la France. Il y avait plus de 40 cryptoactifs différentes à saisir, et là c'est un véritable casse-tête après pour sélectionner, créer les wallets un par un et pouvoir récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Donc effectivement, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, des nouveaux challenges avec des services de blanchiment qui existent et qui maintenant de plus en plus
dans cet écosystème, que ce soit des mixeurs, des swappers qui permettent d'échanger, de passer du Bitcoin par exemple à l'Ethereum ou alors à du Monero qui est complètement anonyme, ou alors carrément des services, des échangeurs qui sont créés uniquement pour du blanchiment et qui vont permettre finalement à ces utilisateurs de couper en fait le lien et l'origine de ces cryptoactifs. Donc pour pouvoir répondre à tous ces challenges et à ces nouveautés technologiques, la gendarmerie, depuis 3 ans et demi, a mis en place donc une formation qu'on a appelée la formation FinTech, qui délivre un véritable code savoir, qui dure 1 semaine, dans lequel les enquêteurs qui, à minima, ont un background soit NTech, donc c'est-à-dire déjà spécialistes nouvelles technologies, ou alors défi 2 ou défi 3, c'est-à-dire donc des enquêteurs financiers, parce que là on est à la frontière entre les deux, on est à la frontière entre le financier et les nouvelles technologies, vont pouvoir apprendre d'abord qu'est-ce que les cryptoactifs, quelles sont les opportunités en termes de traçage sans outils, traçage avec des outils dédiés, dont la DNRD, que la DNRD possède, nous également, les collègues de la police aussi. La partie saisie, perquisition d'abord sur place, parce que la crypto-monnaie, elle peut être sous plusieurs formes. Elle peut être aussi bien sous la forme de, on appelle ça hot wallet, donc les portefeuilles qui sont émergés directement sur des téléphones ou les ordinateurs, les cold wallets comme les ledgers par exemple, ou alors ne serait-ce que sur une seed, les séries de 12 ou 24 mots qui constituent en fait la clé pour le portefeuille de crypto-monnaie. Et donc, à l'époque, vous allez avoir des enquêteurs qui vont faire une perquisition au domicile d'un criminel, qui vont peut-être saisir 10 000 euros et qui vont rater, en fait, les 10 millions qu'il avait en crypto-monnaie. Et là, avec cette formation, donc vous avez vraiment une prise en compte de A à Z, aussi bien sur la partie forensique, donc analyse des appareils électroniques, de manière à pouvoir trouver toutes les traces de cryptoactifs et donc prendre en compte entièrement tout le volet financier par crypto lors des enquêtes. Donc vous avez vraiment cette formation de A à Z qui est ouvert. Donc on avait eu, je crois, une collègue des douanes qui avait participé à l'information et des magistrats aussi qui les suivent parce que, mine de rien, il y a les forces de l'ordre qui doivent être formées, mais également les magistrats parce que si effectivement les articles du Code des douanes restent plus ou moins, en tout cas, peuvent s'adapter aux cryptoactifs, c'est le cas aussi, on va dire pour nous avec le CPP. Le point particulier, c'est quand même que les magistrats qui autorisent tous les actes d'enquête concernés puissent vraiment bien appréhender le côté technique et puissent être à minima sensibilisés sur cette matière, notamment par rapport à la volatilité. Parce que là, on n'est plus à l'époque où on gelait, par exemple, on mettait sous scellé un ordinateur en disant c'est bon, le portefeuille de crypto actif est sécurisé, plus personne ne va rien sortir. Et finalement, ça c'est ce qui s'est passé quand on est allé interpeller un hacker en Ukraine en septembre dernier. Oui, c'était il y a quelques mois, c'est ça. Ouais. Juste avant la guerre, non, en septembre 2021. D'accord. Effectivement, là, on s'est rendu compte pendant la perquisition qu'il y avait 1,3 million en USD Tether qui avait été transféré peu de temps après la perquisition. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on sécurise un téléphone ou un ordinateur que derrière les criminels vont pas reconstituer le portefeuille en question et virer tout l'argent. Et en connaissant ça, en prenant les devants, et finalement après on arrive quand même à geler ces fonds. Et à l'heure actuelle, les 1,3 million sont gelés. Ces cybercriminels ne peuvent plus les utiliser, mais c'est quelque chose maintenant qui doit être pris en compte dans un véritable volet formation. Et je vais terminer juste avec ça aussi en disant que dans quelques mois, il va y avoir la création du centre de formation cyber national qui sera à Lille et dirigé par la gendarmerie et qui aura vocation à former les agents et les personnels aussi bien de la gendarmerie, de la police et des douanes sur toutes les techniques d'enquête cyber dans le sens large, mais ça va inclure également les crypto-monnaies. Merci beaucoup. Bon, on voit bien que les forteresses ne sont pas imprenables, on l'a vu à travers différents exemples, mais en même temps, les personnes contre lesquelles que vous cherchez à attraper, catch me if you can, c'est des cibles mouvantes en réalité qui peuvent s'adapter, qui peuvent être de plus en plus nombreuses, de mieux en mieux formées. Nadia Filali, c'est à travers peut-être l'Observatoire européen que vous présidez, cette formation, c'est important, il faut tout le temps se former, ça fait partie des enjeux pour vous ? Ouais. Effectivement, ça bouge tout le temps et la Caisse des dépôts est prestataire d'actifs sur services numériques et notamment pour l'État
et notamment sur les avoirs saisis et confisqués. Donc, je vous confirme que ça bouge tout le temps, qu'il y en a beaucoup, et qu'en plus, les formes de détention sont multiples, et les lieux de détention sont multiples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement les blockchains qu'on connaît, mais il y a aussi des cryptos qui circulent sur ce qu'on appelle la DeFi, et en fait, on n'a pas forcément les mêmes formes d'entrée, et parfois portent le même nom, et non pas la même façon d'être géré. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Donc oui, c'est un enjeu. Donc c'est un enjeu important de la formation. Alors à la fois pour la Caisse des dépôts, je vais en parler un peu, et également au niveau européen. Donc effectivement, je préside l'association internationale pour les blockchains, INATBA, International Association for Trusted Blockchain Applications. Ça va être plus simple pour moi en anglais. Dans laquelle aujourd'hui on travaille avec la Commission dans le cadre d'un programme qui s'appelle Chase, dont on est partenaire avec d'autres. C'est un partenariat européen avec il y a la Grèce, il y a l'Université de Lyon, pour d'abord identifier quels sont les besoins en termes de compétences sur les sujets blockchain et cryptoactifs, que ça soit fonctionnel, juridique, technique, parce qu'en fait c'est un sujet... Vous avez parlé de droit tout à l'heure. Enfin, il y a aussi les sujets réglementaires, il y a la compréhension des usages et il y a bien sûr le sujet technique. Et d'identifier quelles sont les actions et les solutions qu'on peut mettre en place au niveau européen, au niveau aussi national et départemental, parce qu'on ne peut pas faire que des actions, je pense, au niveau européen, ça ne marcherait pas vraiment. Donc on a ce point-là. Et nous, à la Caisse des dépôts, on a ce sujet-là. Donc moi, j'ai peut-être pas le même nom de recrutement que vous, mais... J'en ai une en ce moment sur ce que vous pouvez trouver sur LinkedIn, et c'est pas si simple de trouver des gens qui comprennent en fait le sujet. Et l'enjeu, c'est d'amener les gens vers ce sujet-là et des gens qui comprennent aussi d'autres sujets, typiquement pour nous la finance ou d'autres points. Donc, à la Caisse des dépôts, nous, on travaille avec l'école polytechnique dans le cadre d'une chaire en particulier, mais aussi avec l'Executive Education de l'X pour créer un certifiant blockchain qui va permettre de former en fait des gens à la gestion de projets sur ces sujets-là. Et on a une très grosse partie sur le sujet d'explication de ce que c'est qu'un cryptoactif, comment ça marche, ce que c'est que la DeFi. Enfin, et rien qu'en créant ce MOOC qui va être opérationnel en novembre, on s'est rendu compte avec les chercheurs qui y participent et moi-même que ça bouge tellement qu'on sait que ce qu'on a mis en place là, que les étudiants, ou les gens qui auront accès, vous commencez à voir en novembre. En fait, clairement, il faudra tout recommencer. Voilà. Donc, non, mais donc ça bouge énormément. Et il y a un vrai problème de compétences et de capter ces compétences. Et en plus, vous avez parlé des échangeurs que moi j'appelle exchange aussi, je vais utiliser un anglicisme, et des prestataires. Vous avez énormément de boîtes assez grosses qui se positionnent notamment en France, qui recrutent beaucoup de gens à des salaires, je pense, que nous-mêmes, établissements publics et les autres intervenants à côté de moi, ne peuvent pas embaucher à ces salaires-là. On va être très clair. Et c'est difficile de s'aligner. Ouais. C'est difficile de s'aligner. Et de toute façon, c'est peut-être pas sain de s'aligner parce que combien de temps ça va durer, ça c'est un autre point. Mais c'est important. Mais du coup, on travaille à ces sujets, nous, au sein de la Caisse, mais aussi au sein d'INATBA. Et on y travaille aussi avec les États et le monde de la recherche, parce que dans INATBA, on a mis en place un Government Advisory Body et un Academic Advisory Body. Alors, on n'a pas encore les douanes et ça va venir. On a plutôt la DGE et la partie finance. Mais c'est un sujet important. Et juste, tout à l'heure, il y avait une question sur la praticité. Là où côté douane et gendarmerie, c'est compliqué de s'adapter, il faut comprendre que pour les établissements financiers, tout n'est pas si simple non plus. C'est-à-dire que quand on dit qu'on utilise des crypto-monnaies, qu'on en achète, qu'on en vend, qu'on les conserve, c'est franchement pas natif comme on le ferait sur de la monnaie ou sur des paiements classiques ou sur des titres. Et c'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce sujet de gestion de la clé privée et de la clé publique. Quand vous avez dit que l'Ukrainien, les fonds sont passés, c'est très simple. Déjà, moi, là, vous êtes en train de parler à monsieur. Si je veux échanger des cryptos et lui envoyer, je prends mon téléphone, je clique,
il me passe son QR code comme ça, je le passe, je lui transfère tous les fonds, vous avez rien vu, vous êtes en train d'interroger quelqu'un d'autre, d'accord ? On peut faire ça. Ensuite, si il y a d'autres acteurs que les personnes que vous avez interpellées qui ont un bout de la clé privée, et on va imaginer qu'il y en a, c'est peut-être ça qui s'est passé, j'en sais rien, il y en a 3 qui ont un tiers et qui se reparlent et qui reconstituent la clé privée, effectivement, ils peuvent transférer des fonds. Ce qu'il vous faut, c'est la clé. C'est pas comme un compte bancaire. Vous paumez votre mot de passe, vous appelez votre banque. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui aurait utilisé votre carte un petit peu, mais vous serez remboursé. Là, en fait, les comptes seront totalement en déshérence. C'est même pas besoin de venir à la caisse pour venir les chercher. Vous les trouverez pas, les fonds. Donc il y a ça, c'est que celui qui est détenteur des fonds, c'est celui qui est détenteur de la clé privée. Et enfin, c'est un système au porteur. Et c'est là où c'est compliqué. Et donc, même quand vous êtes opérationnel et que vous travaillez sur ces sujets-là, il faut sécuriser tout ce process-là. Et c'est beaucoup plus compliqué de sécuriser ça pour un opérationnel et des équipes que dans une banque, enfin, que pour une opération bancaire classique, quoi. C'est compliqué. Allez-y, Paul-Alexandre. Si je peux permettre de rebondir là-dessus, justement, pour en fait faire écho à ce que vous aviez dit, également aussi Sébastien, vous avez mentionné le coût d'achat. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est prévu aussi chez nous. Et quand on a commencé à le faire, c'est posé la question de sécuriser justement le process en question. Parce que finalement, là, on arrive à confier finalement à un enquêteur des crypto-monnaies dont il fait l'usage dans le cadre d'une technique spéciale d'enquête. Et finalement, pour sécuriser le process, on a dû mettre en place du coup une note de service en fait qui prévoit l'utilisation avec donc un cadre de savoir hiérarchique pour la partie contrôle, la partie stockage également, parce que finalement ces cryptoactifs là, en attendant d'être utilisés, en tout cas pour nous, on va les stocker sur un cold wallet pour éviter justement toute possibilité de piratage. Ce cold wallet est stocké dans un coffre avec du coup une double sécurité par rapport à des personnels qui pourraient y avoir accès, en tout cas une partie ou à un autre. Et de la même manière, quand vous parliez justement de la clé privée ou de la fameuse seed, ça pareil, en fait on a beau stocker tout ce qu'on veut dans un coffre-fort, si jamais on récupère juste le bout de papier avec la clé privée ou les 24 mots qui sont écrits dessus, finalement vous perdez complètement le contrôle de votre wallet. Et donc même ça, c'est stocké donc, dans un endroit à part, uniquement dans la main du chef de service. Mais donc c'est des process qui n'existaient pas avant, et pour faire comprendre que finalement juste avec le petit bout de papier, vous avez accès à tout le portefeuille en fait de cryptoactifs de votre unité, c'est quelque chose qui est dur à faire comprendre au départ, et c'est des process qui doivent être mis en place petit à petit. Ça peut être contre-intuitif, quoi. Exactement. Sébastien Thiron, vous faites comment vous alors ? Alors, deux choses, juste pour revenir à votre question initiale, vous confirmez, là je ne vais pas être original, hein, le principal défi sur ces sujets-là pour nous, c'est un défi RH, 3 niveaux, le recrutement, la fidélisation, parce qu'on a aussi nos troupes qui sont beaucoup sollicitées à l'extérieur, et la formation. Donc les formations, beaucoup de formations nationales, on va aussi se former dans d'autres services, et on paye parfois cher des formations à l'international chez nos collègues anglo-saxons ou autres. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un défi permanent. Et c'est quoi le must de la formation Alors le must, je ne sais pas s'il y en a. Naturellement, nous on a envoyé nos collègues faire des formations, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc, mais je pense que les formations françaises sont de bon niveau aussi. Mais c'est sûr que là, c'est un investissement permanent. Il faut sans cesse se remettre l'ouvrage sur le métier. Par rapport Là, c'est pas un hasard si on est ici aujourd'hui. Hein, le stand est armé par nos collègues de la direction technique, que je salue. Et eux aussi, leur principal défi, ils en ont beaucoup, mais c'est un défi de recrutement. Par rapport à ce que vous venez de dire, donc effectivement, c'est un autre défi pour le comptable public. Enfin, faut imaginer, le comptable public, il a grosso modo les mêmes process depuis Philippe le Bel à peu près. Et d'un coup arrive en 2009 cette matière complètement théorique, conceptuelle, où on va lui demander de stocker ça, mais on a su le faire, et on a eu. Alors c'est compliqué à mettre en œuvre, à mettre en place. Il faut là aussi créer un nouveau cadre, un nouveau schéma. Mais on a ce qui est intéressant, ce qui est drôle d'une certaine manière dans cette matière, c'est qu'on a eu aussi des bonnes surprises et des choses qu'on ne voyait pas avec de la monnaie classique. Je vais vous donner un exemple. La première saisie qu'on a faite de crypto-monnaie, de l'Ether en 2016, lorsqu'on saisit dans le cadre d'une opération, initiée par Cyberdouane, dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsqu'on a saisi cette crypto-monnaie en 2016, la valeur, l'équivalent en euros, c'était 4 500 €.
Donc je suis désolé, je vais être un peu technique, mais il faut bien avoir ça en tête. En droit, la saisie, qu'elle soit douanière ou autre, n'implique pas le transfert de propriété. Le transfert de propriété, il n'y a qu'un magistrat qui peut le prononcer. Ça s'appelle la confiscation. Et ça se fait quand la personne est condamnée. Donc, la saisie douanière, elle est opérée en 2016. Allez-y, Nadia, vous vouliez dire. Ça peut se faire avant jugement, on peut même le revendre. Ça peut se faire avant jugement, tout à fait. Mais il faut que ce soit un juge qui la prononce. Voilà. Donc, la saisie douanière, elle a lieu en 2016, équivalent 4 500 €. Et la personne en question a été condamnée en septembre dernier par le tribunal judiciaire de Paris. Et elle a été condamnée et la confiscation des Ethers que nous avions saisis a été prononcée pour une valeur d'1,1 million d'euros. Vous voyez, là, le comptable public, il n'a pas l'habitude de ça non plus. C'est-à-dire qu'on lui a ramené, il y a 6 ans, en 2016, à 4 500 €, ce qui ne représente pas grand-chose pour un comptable public. Et ben, on lui confisque, c'est-à-dire on lui donne la propriété définitive à l'État, en tant que représentant de l'État, d'1,1 million d'euros. Donc, la volatilité des cryptoactifs peut avoir aussi son intérêt d'une certaine manière, y compris pour l'État, pour les administrations publiques. Bonne nouvelle pour les finances publiques. Absolument. Alors, on voit bien à travers la réglementation les différents usages, mais également les challenges qu'on a effectivement un rapport au temps qui n'est pas le même, une volatilité aussi accrue. Mais pour autant, lorsqu'on s'est parlé tous les trois, j'ai l'impression que ce côté libertaire qui a prévalu à la création du Bitcoin, qui est très intéressant, on veut pouvoir s'affranchir en partie des règles de l'État, pas toujours de manière désintéressée, Nadia, on en avait parlé ensemble, mais en même temps, la blockchain va rester. Et comment vous voyez ces fameux futurs défis à relever pour que ces forteresses, qui peuvent être utilisées pour le bien, la blockchain, ça peut être génial pour certifier, par exemple, l'authenticité de médicaments, par exemple. Enfin, il y a énormément de super usages de la blockchain. Mais comment faire en sorte pour que vous gardiez toujours un coup d'avance, ou en tout cas être à niveau? Alors, de notre côté, je pense qu'effectivement, en termes de défis, ce qu'on peut relever, c'est vraiment on va avoir un défi technologique dans tous les cas, puisqu'il faut toujours garder constamment des enquêteurs qui vont rester spécialisés dans la matière et qui vont s'adapter en fin de compte à cette thématique. Au début, on a commencé, comme on le disait, avec juste du Bitcoin. On a commencé après à évoluer avec de l'Ether, tous les tokens qui vont avec. Maintenant, on commence même à parler aussi des NFT. La DeFi est vraiment aussi problématique. Maintenant, tracer les bitcoins, ça se fait et c'est les cas d'usage classiques. Mais on arrive effectivement à un stade maintenant où finalement la formation qui au départ durait 2 jours, maintenant est portée à 1 semaine, et on va devoir continuer à augmenter constamment finalement le socle technologique nécessaire pour permettre aux enquêteurs de bien faire leur métier. Ça, c'est la première partie au niveau technologique. On aura aussi après un gros défi en termes capacitaires et au niveau des ressources. Tout d'abord par rapport à l'utilisation de différents outils de traçage. Il y en a une multiplicité, mais encore une fois, tous ne sont pas spécialisés selon les différentes monnaies, les différents cryptoactifs et même pour les NFT. Donc pour suivre ça et pour se permettre aussi d'avoir des capacités, tant en matière par exemple, on utilisait les mixeurs pour le blanchiment d'argent. Donc très clairement, pour faire du démixing, pour aller au-delà de ces services de blanchiment, pour identifier les gens derrière, il va bien falloir aussi s'adapter et trouver les outils adéquats, ou sinon les créer. Et après, en matière d'enquêteurs, et donc ça c'est la ressource, mais je pense que là je redis tout le monde, et j'en profite puisqu'effectivement j'ai pas passé en message, mais nous avons aussi un stand OFIC et la gendarmerie recrute. Comment avoir cette ressource-là? En fait, c'est soit on a des enquêteurs que l'on forme, avec la formation FinTech, et en améliorant encore plus le socle de formation, avec notamment à l'avenir une formation européenne qu'on est en train de monter avec Europol et d'autres agences internationales. Mais également, donc ça c'est la partie les enquêteurs et les gendarmes que l'on forme, mais sinon on recrute également des personnels qui ont déjà un socle technique de base, soit en tant que gendarme, soit en tant qu'officier commissionné. Donc on reconnaît directement une compétence technique qui va être utilisée au profit de l'enquête et qui va pouvoir justement permettre d'avancer sur ce sujet. Et est-ce qu'on voit aussi également un changement du profil des personnes criminelles, encore une fois, que vous cherchez à attraper, à combattre? On a parlé tout à l'heure de la professionnalisation. Est-ce qu'on observe, comme dans les ransomware, on a vu ça, un côté diplomatique, c'est-à-dire des groupes professionnels, parfois aidés par des États? Comment vous gérez ce côté géopolitique?
Alors, pour être clair, hein, sur les infractions en matière de criminalité organisée, donc, et pour celles qui nous intéressent le plus, à savoir les trafics illicites, historiquement, et c'est ça qui est d'ailleurs qui fait tout l'intérêt et tout le sel de ces dossiers, c'est que c'est une forme de délinquance où, pour nous, pour un douanier normal, comme je le suis, c'est des profils très atypiques. Lorsqu'on est sur de la délinquance plus classique, ce qu'on fait beaucoup à la DNRD, d'interpeller, d'entraver, comme on dit, des convois routiers qui remontent du cannabis depuis l'Espagne, on a affaire à des délinquants multirécidivistes dont c'est presque le mode de vie de faire ça, et qui font des allers-retours entre la prison et l'extérieur. Historiquement, et c'est plus que jamais le cas, c'est ça qui est intéressant, dans ces dossiers-là, lorsqu'on est parvenu à identifier et à interpeller les personnes qui étaient actives sur le dark, et ben là, on a très souvent affaire à des personnes assez bien insérées, qui ont un métier par ailleurs et qui n'ont pas de casier judiciaire, ou en tout cas qui ne sont pas des délinquants notoires. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, pour nous, c'est des gens qui agissent et qui travaillent différemment de la délinquance plus classique et plus habituelle. Ouais. Là, ce qu'on voit, ce que je vous disais, c'est que dans la dernière phase, dans les enquêtes, on voit clairement que certaines organisations, sur certaines plateformes, il apparaît assez évident que le niveau technique est monté. Et que donc, ça veut dire qu'on a affaire à des organisations qui ont la capacité, hein, vous avez vu, on parlait de compétition, de sujets RH, peut-être qu'ils en ont eux aussi, mais sauf que sans doute qu'ils rémunèrent mieux que nous, c'est plus dangereux, mais ils rémunèrent mieux que nous, mais ils ont très clairement recruté des gens qui ont des compétences techniques, informatiques, qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Et ça, c'est clairement le principal défi de nous de suivre, d'être à niveau, avoir un coup d'avance. J'ai peur que ce soit un peu ambitieux, mais au moins être pas trop loin derrière. Ouais, donc un portrait robot du crypto-délinquant, entre guillemets, qui est complètement différent de celui des délinquants qu'on connaissait jusqu'ici. Nadia Filali, vous vouliez intervenir, non ? Non, mais en plus, il y a une autre forme. J'ai eu un échange avec quelqu'un que je ne citerai pas ici. Quand on parle de volatilité sur les cryptoactifs, il y a autre chose qui s'est passé dans cette espèce de professionnalisation. C'est qu'il y a aussi des gens qui ont appris des techniques de manipulation, en fait, de cours, hein, qui font ce qu'on appelle des burns. Ils émettent des cryptos, ils ont un marché, etc. Il y a même des gros acteurs qui l'ont fait récemment. Ce qu'ils font, c'est qu'ils brûlent leurs cryptoactifs, enfin, littéralement, ils les détruisent pour artificiellement faire monter la valeur de leurs propres cryptoactifs. Et pour défiscaliser. Et on me l'a dit littéralement comme ça la semaine dernière. Je me suis dit, c'est fantastique. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît comme concept, quelque part, dans l'optimisation, clairement, en fait, voilà, certains acteurs arrivent à la répliquer dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas de forteresse imprenable, comme disait l'autre. Hein. Il n'y a que des mauvais assaillants. Quel que soit, et il y a quelqu'un dans la salle ici avec qui j'ai commencé à travailler sur le sujet, et mon adjoint typiquement, qui disait on n'a pas interdit les voitures parce qu'il y a des gars qui ont fait des voitures béliers pour faire des casses. En fait, c'est ça le problème, c'est que quoi que l'homme invente, il va essayer de passer sur le côté pour détourner les choses, quoi. Donc il y a aussi quelque chose qui est même pas de la délinquance, qui est de la forme d'optimisation. Enfin, c'est légal en fait ce qu'ils font, malheureusement. Et voilà. Pour reprendre justement cet exemple, j'irais jusqu'à dire, très clairement, quand on assiste à deux écoles, on a eu au départ de la crypto-monnaie le rejet avant l'adoption. Il y en a toujours certains qui voudraient plaider en faveur d'une interdiction totale, mais en fin de compte, effectivement, pour reprendre votre analogie, c'est comme si on se disait, on va interdire les billets parce que vous avez des criminels qui utilisent à des fins de blanchiment. Ou pour sponsoriser la criminalité organisée. En fin de compte, la crypto, ça reste juste un moyen. On s'en rend compte d'ailleurs quand on parlait justement de la diversité maintenant des criminels. On a des cybercriminels et même des criminels qui se spécialisent de plus en plus. Et là où sur de la criminalité organisée classique, avec du trafic de stupéfiants, vous aviez des blanchisseurs qui récupéraient en moyenne entre 10 et 16% pour ceux qui font bien du montant pour blanchir après les fruits du trafic de stupéfiants. On arrive effectivement à des individus qui ne font plus que ça maintenant aussi. On a des blanchisseurs en crypto qui créent leurs propres services, hébergés dans des endroits un peu plus difficiles d'accès des forces de l'ordre, de manière à soit couper l'origine finalement des fonds, mais proposer effectivement, encore une fois, moyennant finance, moyennant un certain pourcentage qui pour l'instant n'excède pas encore complètement 10%, ce type de service.
Donc, ce qu'on voyait dans la criminalité organisée classique se reproduit en fait complètement en cyber et avec le vecteur cyber. Mais il y a aussi des opportunités. Enfin, nous, typiquement, sur la partie conservation, on travaille avec un acteur luxembourgeois qui s'appelle ScoreChain, dont l'objectif est de traiter ce qu'on appelle des KYT, en fait, Know Your Transaction, et non plus Know Your Customer, parce qu'il y a un problème de pseudonymie, mais il y a des façons aussi quand même de... Voilà, il y en a d'autres aux États-Unis, Chain Analysis, qui travaille pas mal avec le gouvernement américain. Il faut offrir ses choix. Il y en a en Pologne, etc. Donc il y a aussi des acteurs qui travaillent à sécuriser, enfin quand on parlait de réglementation, ou à répondre à certains facteurs réglementaires qui sont importants de contrôle. Et surtout, je pense que, enfin en tout cas, moi depuis que je travaille sur le sujet, c'est que certes, il y a des abus, mais on se rend compte aussi, vous avez parlé de la certification des médicaments. Alors moi aussi, je vais parler d'un stand. Nous, on fait la certification de données et documentaires avec Archipel, que vous retrouvez sur les stands de l'identité, qu'on a monté avec la Poste, DF et Engie. Donc vous pouvez aussi aller au stand de DocaPost, qui fait partie du groupe Caisse des dépôts. Mais au passage, j'en profite, vous l'avez fait, donc je le fais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'usages qui sont extrêmement intéressants, et on voit bien que ça a aussi inspiré des sujets. Enfin, en ce moment, il y a un sujet important sur les monnaies digitales de banque centrale. Ouais. La BCE y travaille, la Banque de France y travaille. Nous-mêmes, on a 2 jours sur le sujet avec l'X, là, qu'on va traiter le 16 et le 17, avec des chercheurs et des banquiers sur le sujet. Tout ça ne serait jamais advenu si, en fait, le Bitcoin n'était pas arrivé. Donc, il y a plein d'opportunités. On parlait des NFT. Bon, il va y avoir une petite courbe comme... oui, on a vu que ça allait pas très bien. Mais c'est normal. Mais voilà, il y a plein de sujets intéressants. On a bien compris. Alors, je fais attention parce qu'on m'a demandé de respecter strictement le timing. On n'a plus qu'une trentaine de secondes, une petite minute, qu'on jetterait pas la blockchain avec les crypto-délinquants. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça apparaît même, d'ailleurs, peut-être comme le dernier refuge de la mondialisation. Même une mondialisation d'Internet qui est attaquée de toutes parts avec le fameux Splinternet. On voit différents Internets à travers le monde. Je voulais vous remercier tous les 3. Je rappelle, Nadia Filali, on peut suivre une partie de vos activités en allant sur le site inatba.org. C'est ça ? Oui, pour la partie européenne, vous pouvez aller sur inatba.org. Ça, c'est pour l'association. Et après, sur ce qu'on fait à la Caisse des dépôts, enfin, on peut se parler s'il y en a qui en ont besoin. Voilà, et sinon pour l'Observatoire européen de la blockchain qui s'appelle le BOF, il y a un site qui s'appelle UO Blockchain où vous allez trouver pas mal de rapports qui permettent aussi de comprendre un certain nombre de sujets. Puis après, vous pouvez suivre l'actualité parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais... Ouais, puis on peut bien sûr venir vous parler tout de suite. Je voulais remercier également donc Alexandre Paul-Alexandre Gillot, que vous êtes là toute l'après-midi, même jusqu'à demain. Et chef du département des enquêtes cyber, donc à la Gendarmerie nationale, et également Sébastien Tirand, donc vous travaillez aux douanes, adjoint au directeur de la DNRED. Je crois que vous avez pas mal de cas concrets de vos actions, alors vous pouvez le dire un peu en off, et toutes les personnes qui sont intéressées pourront venir vous parler. Merci beaucoup à vous 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup.